Comment bien cadrer son projet avec GitHub Flow. Nous continuons notre série d'articles sur la cohésion technique centrée sur Git. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, Evan Boissonneau. Je vous accompagne dans la pérennisation de vos projets IT. Je me centre surtout sur la cohésion technique et la cohésion humaine des équipes pour la réussite de vos projets. Après avoir mentionné l'importance d'un cadrage de vos projets avec Git, nous avions commencé à découvrir les différents flux, différents flows Git. Après avoir vu le grand frère, je dirais le très grand frère, ou peut-être on peut voir ça comme un parent, GitFlow, nous allons découvrir ce que GitHub a choisi pour la gestion de ses projets et ce qu'il propose comme flow, le GitHub Flow. Tout démarre avec la branche master, main maintenant. À la différence du GitFlow où toute nouvelle fonctionnalité est initialisée depuis la branche de développement, ici c'est la branche master, main, qui sert de référence, et ça change tout niveau organisation. Ainsi, une nouvelle fonctionnalité va arriver, vous allez créer une branche spécifique pour cette fonctionnalité. Bon, vous pouvez aussi utiliser la même norme, d'ailleurs de nommage que pour le GitFlow, à savoir feature / ID ma fonctionnalité ou ma fonctionnalité. Perso, j'aime bien mettre l'ID devant, sans en faire trop une base d'index, mais ça permet des fois de se référer, par exemple, quand vous utilisez iScrum, que vous utilisez aussi Azure DevOps. C'est assez pratique pour le suivi. Toute l'équipe va alors récupérer la branche en local et commencer à développer dessus. Puis bon, là, tout le processus normal, commit, push, fetch, rebase, pull, etc. va être utilisé pour alimenter cette branche. Et une fois que c'est OK, que mon travail est OK, comment je l'intègre alors à ce moment-là dans main? Via un push direct, comme ça? Ouais, c'est un peu la question qu'on va se poser, et puis ça fait assez peur, parce qu'en fait, dans les habitudes, quand on a des branches, soit on les merge, soit on les rebase, et bon, c'est tout, et il n'y a pas tellement de contrôle au moment où on le met. Eh bien, là, on va utiliser un principe, et on va même se forcer à utiliser, c'est le principe d'un flow, c'est de s'obliger à certaines règles, à certains cadres, et là, c'est l'utilisation du pull ou du merge request. L'important ici, c'est de pouvoir tout contrôler, valider ce qui va être envoyé sur cette branche-là, sur la branche référente. Et c'est grâce au PR, MR, qu'on va utiliser ça. Bon, déjà, on va parler d'un point qui amène toujours discussion. C'est quoi la différence entre PR et MR? Pull request et merge request. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Il faut savoir que c'est vraiment la même chose. C'est simplement, ça dépend d'où on vient. Si on est du côté GitHub, eh bien, ça va être un pull request. Si on est du côté GitLab, ça va être un merge request. Ça dépend le sens où on se met, en fait, on se place. C'est quoi le principe? L'idée, en fait, c'est d'avoir une branche de notre côté à nous et d'aller essayer de l'envoyer vers une autre branche. Soit dans le même repository, soit dans un repository complètement distant lorsqu'on l'a forké. Bon, ça, je reparlerai du fork flow par la suite, dans un prochain épisode du podcast. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où je veux aller faire le merge, je vais demander en gros à l'utilisateur en face ou à la branche en face d'aller faire son pull de ma branche. Vous voyez l'idée? Donc, ça dépend du point de vue qu'on se place. Soit je demande le merge, soit je demande que l'utilisateur ou l'utilisatrice fasse le pull. Donc, ça va merger. D'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit un merge. Et à ce moment-là, ce qui va être vachement bien ici, c'est qu'on fait une demande. Donc, on demande. Et une demande, c'est quoi? C'est une vraie proposition. Alors vous savez sans doute, je suis un fervent convaincu de la CNV et de tous les principes de demande, j'entends là en tant qu'humain. Eh bien on peut appliquer le même principe du point de vue logiciel, à savoir qu'une vraie proposition, une vraie demande, c'est une proposition, pardon. Et une vraie demande, on a le choix de l'accepter, de la refuser ou de la discuter. Et si on part de ce principe-là, eh bien on va le faire du côté merge pull request. Et ça va nous donner la possibilité d'accepter, de refuser ou de discuter une pull merge request. Et donc, ça va être tout ça, cette stratégie qui va être bien. Parce qu'en fait, ça va nous permettre, par exemple, si on accepte la demande, eh bien déjà de choisir des personnes qui vont avoir ce rôle. Et donc, du coup, d'avoir aussi dans le cadrage des personnes qui vont pouvoir décider. Et donc, du coup, moi, je décide que je suis d'accord avec ta pull request. Donc, je prends la responsabilité de dire, OK, le code qui vient de ce que tu as fait, je vais le mettre dans cette nouvelle branche. Ça, c'est super pratique. Mais si ça se fait automatiquement, on va avoir juste une trace et youpi, quoi. C'est pas tellement efficace. Et en plus, si on favorise les rebase ou les squash plutôt que les merge, les commits de merge, pour le suivi, c'est un peu plus costaud. Je vous invite fortement à laisser un commentaire au moment où vous allez faire votre validation de pull request, merge request. C'est hyper important pour le suivi de votre projet. Vous vous rappelez, Git sert d'historique, mais aussi de documentation de votre projet. Eh bien, c'est la même chose. Les pull et merge request vont vous servir de documentation des actions du projet. Donc, ça continue sur les actions, donc ça crée la cohésion. Et moi, si je suis débutant ou si je suis nouveau dans ce projet, j'arrive et je me sens tellement rassuré parce que ça va être mes premiers réflexes à adopter, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le projet grâce au pull request et à l'historique, au git log. Et donc du coup, soyez la plus verbeuse possible.
Ok, on peut donc refuser aussi la demande. Et ça va être la même chose, hein. Sur une pièce, il y a deux faces, puis les faces, et donc du coup, on va aller chercher aussi à pouvoir refuser. On peut se donner le droit de refuser. Et pareil, on porte la responsabilité, parce que si en plus il y a un stress pour une livraison, eh bien si on refuse, on va pouvoir aussi suivre ces refus. S'il y a trop de refus sur la même personne, ben, vous voyez très bien qu'on peut vite arriver à des dérives de contrôle qualité. Mais ma foi, c'est pour le bien du projet, et donc du client, et donc de l'entreprise. Celle qui reçoit, mais aussi celle qui émet, c'est-à-dire celle qui produit. Parce que si je fais un code de qualité, et même si j'ai 10 refus de pull request, ça veut dire que je fais attention à ma qualité. En tout cas, c'est mon point de vue. Ok, donc comment on va faire ces refus? On peut le faire par simplement en regardant, en analysant le code, donc c'est ce que j'appelle la review manuelle. On peut le faire aussi la review technique automatique, et là en fait ça va être des outils comme ReSharper par exemple qui vont pouvoir le faire. Ça va être aussi SonarCube si vous connaissez, et j'en passe et des meilleurs, il y en a vraiment plein, et l'idée c'est d'automatiser un maximum de vérification. Et enfin, eh bien, on va aussi marquer, expliquer, valider tout ce qu'il y a. Et donc, on peut donc discuter. Hein. Il y a un autre point en fait qui peut être mis en place, c'est que moi, j'hésite à aller en tant que newbie dans ce projet ou newbie tout court, j'hésite à aller demander le push directement, donc d'aller demander ce merge pull request. Je peux émettre un pull request, c'est une sorte d'appel à l'aide où je suis là. Et en fait, ça va être vachement pratique. Par exemple, quand on fait du télétravail, vous savez qu'actuellement on est à l'heure. Vous savez, on l'a tous vécu, hein, à l'heure du télétravail forcé, même si aujourd'hui ça se décongestionne depuis quelques mois, mais ma foi, on s'y prépare que ça va peut-être revenir, hein, croisons les doigts que non, mais bon, on s'est habitué un peu à télétravailler un peu plus, et donc du coup, quand on travaille à distance, eh bien, c'est aussi un moyen de communiquer, et on sait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on sait que la communication, c'est un point qui est souvent oublié, qui est pourtant un des points les plus importants de la réussite d'un projet. Et donc du coup, ici, on va pouvoir communiquer grâce à ça. En faisant cette demande, on fait une demande de communication, donc du coup, une demande de connexion. Donc c'est extraordinaire comment on peut favoriser et profiter de ce principe-là. Donc c'est un cadre. Oui, mais moi je dirais que c'est un bon cadre quand on est une petite équipe. C'est un bon cadre quand on est une petite équipe. Mais une petite équipe qui est, déjà cadrée. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'habitude. Si c'est que des newbies, j'entends, qui n'ont pas en plus l'habitude de Git, là ça peut virer à la catastrophe. Parce qu'en fait on peut quasiment tout faire à part les merge requests, ma foi, si on ne respecte que ça. Et même un merge request, je valide, c'est bon. Non, il va falloir cadrer, très très important. Donc avoir une équipe qui est assez mature, en tout cas la former par rapport à ça. Faut pas dire non, tu sais pas, tu fais pas. Non. Pour moi, si tu sais pas, forme-toi, ou je vais te former, ou comment on peut se former, ou en tout cas on va essayer via des petits projets d'abord. Voilà, c'est cette idée. Et si l'équipe est trop nombreuse, alors là c'est plus risqué. Mieux vaut s'orienter soit donc le Git flow, soit le fork flow, qui prend le principe de merge pull request, mais via des repositories qui sont forkés. On en reparlera. Bref, vous avez une bonne base quand même, c'est à vous d'aller l'améliorer. Et puis, déjà, si vous respectez ça, c'est déjà chouette. Et vous allez avoir un projet qui va pouvoir être évolutif. Allez, on part la prochaine fois sur le GitLab Flow, voir les améliorations par rapport au GitHub Flow. Vous allez voir, c'est un peu une version 1.2 ou 2.0 du GitHub Flow. Et vous l'avez mis en place, le GitHub Flow. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-moi un commentaire via ce podcast ou autrement même sur YouTube ou sur l'article sur le blog evanboissonneau.fr. Je vous dis à très vite et d'ici là, gitez bien. Ciao!